Donc bonjour à tous. Merci de tous vos soutiens. Bienvenue sur ma chaîne Philippe est dans le pré. Alors, quelques informations pour ceux qui posent des questions. Envoyez des mails si vous avez besoin concernant le SAMU social agricole. Le SAMU social agricole, sa mission, c'est bien de conseiller les gens. Ça peut être de l'optimisation fiscale par rapport aux cotisations MSA. Il y a des possibilités aujourd'hui, je vous en ai parlé l'autre fois, mais il faut envoyer des mails pour vous inscrire à l'association par rapport à ceux qui ont des problèmes éventuellement de financement. Il y a des financements autres que les financements bancaires existants ou d'autres réseaux bancaires. Il y a toujours, comme d'habitude, installé depuis environ 2-3 ans, maintenant, le réseau n'a pas changé, hein, le réseau comptable, juriste, nutritionniste, études d'installation. Si vous avez pas été relancé, renvoyez des mails et on vous enverra vers les conseillers. Parce que dans certains domaines, ça bouchonne un peu, il y a eu trop de demandes et il y a des conseillers qui n'ont pas eu le temps de répondre à toutes les demandes. Donc c'est pour ça, vous n'hésitez pas à envoyer des mails. Voilà ce que je voulais vous dire. Avant de prendre le sujet, qui est le sujet du libre-échange avec l'Ukraine, et toutes les âneries qui ont pu être prononcées par le ministre de l'Agriculture, Franck Riester ou autres, je voudrais aussi vous signaler, j'avais passé une vidéo il y a quelque temps pour parler de Sophie et Jean-François Cardois-Bélanger. Donc ils ont bien une cagnotte en ligne. Hein. Ils avaient fait le choix d'arrêter leur exploitation. Malheureusement, beaucoup sont dans ce cas-là. Et il avait ouvert une cagnotte. Donc par rapport à cette cagnotte, je vais la mettre en commentaire, dans les premiers commentaires, pour ceux qui me demandent comment les joindre. Et ben voilà, vous allez sur la cagnotte. Et après, si vous voulez les joindre, pareil, vous échangez par mail. Parce que bon, ils ont refait leur vie, ils ont repris leur activité. Donc ils veulent que les gens les contactent par mail, mais pas par téléphone, c'est plus compliqué. Voilà, donc maintenant, je démarre le sujet qui est le sujet de l'Ukraine. Donc le sujet de l'Ukraine, le problème de l'Ukraine, c'est un sujet parmi tant d'autres. Hein. Ce qui va arriver malheureusement à l'agriculture, non pas française mais européenne, c'est ce qui est arrivé aux producteurs de fruits et légumes avec l'Espagne et le Portugal, c'est ce qui est arrivé aux producteurs de moutons dans les années 80 avec le Commonwealth, et là bien sûr que c'est dramatique. On est face à un pays qui exporte beaucoup de produits agricoles, c'est une puissance agricole quand même relativement importante, c'est pas parmi les plus forts au niveau mondial parce que bon, il n'y a pas une surface de terre comme aux États-Unis, en Russie ou en Chine, mais il y a quand même 42 millions d'hectares. Hein. Nous, on en a 27 utilisés à la PAC, en réalité, on en a 31. Mais après, il y a des landes et il y a un peu plus d'1 million d'hectares en friche, hein, en termes agricoles. Eux, ils ont 42 millions d'hectares potentiels supérieurs à la France, il faut bien le reconnaître, au niveau du potentiel des sols. Donc, le souci de ça, c'est que comme on est dans un système de libre-échange, la suite, vous la connaissez, vous avez des hommes politiques, j'en ai ressorti quelques-uns, hein, les accords de libre-échange. Alors, ils sont tous pour les accords de libre-échange. Hein. Ceux qui ont été au pouvoir depuis 40 ans, si vous connaissez un parti politique au pouvoir, je dis bien, qui a été contre les traités de libre-échange, de temps en temps, ils font des manœuvres. Hein. Bon, je félicite le Sénat qui a rejeté le CETA, hein, à la grande colère de Franck Riester. Rejeter le CETA porterait un très mauvais coup à nos agriculteurs, hein, parce que soi-disant pour le fromage et tout ça, on a beaucoup à gagner. On a surtout à détruire l'agriculture canadienne avec la gestion de l'offre. Hein, voilà. Et puis le ministre de l'Agriculture, lui, alors là, il parle de l'Ukraine. Hein, il faut trouver ce point d'équilibre entre la solidarité qui est nécessaire par rapport à la guerre, et en même temps la nécessité que les marchés soient stabilisés au niveau européen. Donc il faut trouver un équilibre. J'ai vu que Bruno Le Maire, son ami, son compagnon ministre de l'économie de la France, cherchait des sous. Ça tombe bien. En termes d'équilibre, j'ai été voir, si on veut revenir vers des équilibres
Important au niveau des dépenses, j'ai pensé notamment à Marc Fesneau, Franck Riester. J'ai comparé par rapport aux performances que peuvent faire nos élus. Faudrait qu'ils soient payés sur les indemnités de l'Éthiopie. J'ai été voir l'Éthiopie, les dirigeants, c'est pas mal dirigé. Le pays est pas plus mal dirigé qu'ailleurs. Et moi, je propose que M. Riester et M. Marc Fesneau ils soient indemnisés, ainsi que M. Bruno Le Maire, ainsi que les ministres Olivia Grégoire, j'en passe et des meilleurs, ils soient indemnisés sur la base des élus en Éthiopie, puisque nous sommes dans la mondialisation, et eux sont pour le libre-échange, la théorie de Ricardo des avantages comparatifs. Donc là, il y a un avantage comparatif. Sur les indemnités de l'Éthiopie, on va ramasser de l'argent très rapidement. C'est juste un rééquilibrage des choses en allant vers de la compétitivité, parce qu'ils parlent beaucoup de compétitivité. Là, on sera compétitif, on aura des gens moins payés et qui travailleront aussi bien. Voilà. Donc, sur l'agriculture ukrainienne, alors bien sûr que c'est un massacre. Bien sûr que ça va être un massacre. Ça l'est déjà. Le SMIC est à 200 €. Donc, tous ces messieurs qui parlent de libre-échange, vous allez avoir... On nous a baratiné pendant le salon l'histoire des normes, mais ce n'est pas qu'une histoire de normes. Vous pouvez mettre les mêmes normes. Avec des SMIC à 200 €, vous ne pourrez pas travailler, échanger des céréales face à des pays comme ça. Donc eux, ils sont dans la misère. En plus, malheureusement, ils sont en guerre. Ça, c'est encore un autre débat. Mais l'agriculture ukrainienne est quand même le seul secteur exportateur du pays. Les principales productions ukrainiennes sont le blé, l'orge, la betterave, la pomme de terre, les cultures secondaires mais présentes de manière importante sur son territoire sont le soja, les fruits, les légumes, le lin, le maïs et le tournesol. La viticulture est présente dans le pays à travers essentiellement la production de vin en Crimée. Le pays possède aussi un important cheptel bovin et porcin. C'est ainsi que l'Ukraine a été longtemps, à l'époque soviétique, vous vous rappelez, surnommé le grenier de l'Europe. Ça, tout le monde se souvient de ça. Alors, quand même, depuis les années 2019-2020, quand même savoir que l'Ukraine est devenue le deuxième fournisseur de produits bio en Europe, avec 324 000 tonnes, dont 28 000 tonnes de miel. Vous voyez un peu le travail pour les producteurs de miel. L'Ukraine est aussi le premier exportateur mondial d'huile, de tournesol, le deuxième exportateur de colza, le quatrième exportateur de maïs, d'orge, de sorgho et le sixième exportateur de blé au monde. En 2020, la production de céréales et oléagineux est de 80 millions de tonnes, dont 54 millions exportés. Alors il exportait pas forcément, il exportait sur l'Europe, mais pas forcément sur l'Europe, il faisait des échanges avec l'Asie, la Russie, les céréales partaient ailleurs. Mais là, avec le conflit, ça va revenir chez nous. Donc, inutile de vous dire ce qui va se passer. Il va se passer une catastrophe pour les céréaliers, pour les producteurs de miel, pour les producteurs d'huile. Et ça, malheureusement, c'est la continuité du libre-échange qu'on a fait avant avec les autres productions. Alors ça va tirer tout le monde vers le bas, les producteurs français bien sûr, les céréaliers, catastrophique, catastrophique pour les céréaliers, mais vraiment catastrophique, sachant que leurs agriculteurs, c'est pas pour ça qu'ils vont vivre richement. Vous savez, comme me l'a dit Sam dans une vidéo, j'ai vu ça, par rapport aux terres en Ukraine. Alors, contrairement, c'est très difficile d'avoir les vraies informations, parce que c'est vrai qu'il a été vendu sur les réseaux que 17 millions d'hectares de terres agricoles ukrainiennes appartenaient aux multinationales américaines. Alors, les multinationales américaines, certes, depuis l'aide qu'a eu l'Ukraine à travers le FMI et tout ça, ils ont été soutenus et les Américains sont à la manœuvre, comme vous le savez, depuis longtemps. Donc là-bas est implanté bien sûr Monsanto qui s'appelle Bayer, DuPont et John Deere les tracteurs. Mais sur les terres, si vous voulez bien analyser sur les terres,
c'est pas totalement vrai. Ils peuvent faire des montages et louer les terres, louer des surfaces importantes, mais il faut que dans les sociétés, il y ait au moins une personne qui soit ukrainienne. Vous voyez, j'ai repris quelques paragraphes. Ces allégations circulent également sur les réseaux sociaux, chez les Anglais, les Allemands, en Pologne et tout ça. C'est des informations qui ont circulé, que 17 millions d'hectares avaient basculé au nom de sociétés américaines. Cependant, en vertu de la réforme du droit foncier ukrainien, entrée en vigueur le 1er juillet 2021, la vente des terres agricoles du pays à des individus ou groupes étrangers est actuellement interdite. L'Ukraine fait partie du club très restreint des États interdisant la vente de terres agricoles, comme la Corée du Nord par exemple. Donc, il est possible, c'est même vrai, qu'ils ont déjà fait des montages pour louer des terres, mais quand on regarde bien, l'immense majorité des terres, actuellement, 2,5 millions d'hectares de terres agricoles appartenant à des citoyens ukrainiens sont louées. Alors, elles peuvent être louées, effectivement, à des multinationales. Mais, alors, je vous dis pas qu'ils vont pas faire des montages, surtout qu'ils veulent réviser le fonctionnement, le droit à l'acquisition à la terre. Il y a des pourparlers pour changer les règles du jeu. Donc là, il est possible qu'ils s'engouffrent dans le système sur l'acquisition des terres. Mais globalement, dans les puissances agricoles aujourd'hui sur le foncier, je ne dis pas qu'il n'y a pas une offensive des multinationales, il y en a une. C'est le cas de Bill Gates, par exemple, aux États-Unis. Mais globalement, si on prend l'Ukraine, la France, ou plus largement sur un plan planétaire, sachez qu'en France, par exemple, le premier propriétaire terrien en France, c'est la Caisse des dépôts et consignations. Ils ont 150 000 hectares. Alors, vous allez me dire pourquoi, mais la Caisse des dépôts et consignations, c'est un bras de l'État. C'est des terrains qui sont préemptés dans les villes pour faire des constructions, des aéroports, des routes, etc. Donc, ils ne sont pas là pour relouer les terres aux agriculteurs. Vous voyez, donc, vous voyez, là, par exemple, ça ne veut rien dire. Alors après, c'est vrai, la Société Générale en France a 30 000 hectares. Vous avez le groupe AXA à environ 22 000 hectares et le Crédit Agricole 12 000 hectares. Mais ça reste peanuts sur la France. Le gros des terres aujourd'hui, c'est les agriculteurs ou c'est des petits propriétaires terriens qui louent. Et c'est un peu le cas en Roumanie. Il y a beaucoup de petits propriétaires terriens. J'ai un collègue qui avait été gérer une exploitation là-bas. Quand il y avait 2 ou 3 000 hectares, sur 1000 hectares, il n'était pas rare qu'il y avait 1000 propriétaires ou 500 propriétaires. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ceci étant, ça ne nous ramène pas à notre sujet principal, qui est la théorie du libre-échange avec l'Ukraine, va être un véritable massacre, puisque vous savez très bien, tout le monde sait très bien, comme ça a été pour les fruits et les légumes, ça va être pareil avec les céréaliers, on va détruire notre paysannerie. On a endetté des agriculteurs pour se moderniser et on avait besoin de se moderniser parce qu'il faut travailler avec son temps, il faut vivre avec son temps. Donc le matériel, il a évolué et c'est normal que les jeunes, ils veulent du matériel moderne. Mais là, se retrouver face à des pays comme ça, avec un SMIC à 200 €, avec une monnaie qui n'a rien à voir avec nous, avec des taux d'inflation qui sont pas comparables aux nôtres, avec nous, des coûts d'énergie qu'on a chez nous, des coûts bureaucratiques, des coûts sociaux qui sont pas comparables avec ces pays-là, on va à la catastrophe. On va à la catastrophe. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous faire le blabla habituel. Vous avez entendu, par exemple, Arnaud Rousseau a dit, bah oui, on a des problèmes, on a des différences, faudrait harmoniser, faudrait un égalisme européen. Mais non, le égalisme européen va rien changer dans le cas de l'Ukraine. Et si l'Ukraine rentre dans l'Europe, c'est encore pire. Bon, ils vont nous tuer sans rentrer dans l'Europe, si on ne change pas les règles. Mais s'ils rentrent dans l'Europe, c'est encore pire. On ne peut pas marier des pays avec des différences comme ça. C'est pas possible. Les niveaux de vie, il y a trop de différences. Donc, le commerce, il faut le faire sur la base de la coopération, qui était la proposition avant le GATT, qui était la charte de la Havane, puisqu'à partir du moment où on a fait le GATT puis l'OMC,
où on a été au moins 10 ans, bah vous voyez bien, hein, moins 10 ans social, le SMIC, moins 10 ans environnemental, pas les mêmes règles sur la législation du travail, sur les phytos, tout ça, mais vous pouvez mettre les mêmes règles. Hein. Si vous avez un gars à 200 € de l'autre côté de la frontière qui va sur les tracteurs, de toute façon, vous y arriverez pas. Donc après, bah, les politiques, qu'est-ce qu'ils nous vendent? Ils nous vendent du rêve. Vous avez entendu Bruno Le Maire qui a dit qu'il fallait faire appliquer les règles, fallait faire appliquer les lois Egalim, fallait qu'il mettrait des restrictions si le commerce n'était pas équitable et qu'il y aurait des amendes. Il a brandi la main là. Attention, vous allez voir le père Fouettard des amendes. Écoutez, les amendes. Les gens qui font le commerce des céréales, du lait, de la viande, de la volaille, vous n'allez pas leur mettre des amendes. C'est des effets d'annonce. Vous mettez une amende de 200, 250 000, 400 000 € à des entreprises, j'en ai pris une au hasard, qui est mondialisée, qui travaille sur l'Ukraine, la France, tous les pays européens, 28 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Vous allez y mettre une amende de 250 ou 400 000 €, allez, 1 million d'euros, si vous voulez. Vous voyez la proportion? Même 2 millions d'euros. 28 milliards. Vous savez comment ça se passe en langage clair, ça? Eh bien, ça se passe que l'amende, c'est le producteur qui la paye. Parce que quand vous faites une règle de 3, elle est facile à faire. Vous mettez une amende de 1 ou 2 millions d'euros à une entreprise comme ça. Vous ramenez ça sur les tonnages commercialisés. Vous savez ce que ça représente? Rien du tout. Ça peut représenter 0,10 ou 0,08 de la tonne de céréales ou de la tonne de lait ou de la tonne de viande. Donc tout ça est une grande kermesse. Malheureusement, vous avez vu le salon s'est passé. On continue de nous rouler dans la farine. On nous a, comme d'habitude, hein, pas que pour Macron, c'était pareil avant, on nous a trahis et menti. Le pire, c'est qu'ils ne tiennent même pas leur engagement. Ils n'ont même pas versé l'intégralité des primes PAC ou des primes bio ou des primes MAE, et ils continuent à marche forcée le libre-échange. Et pourquoi ils continuent le libre-échange? Parce que dans l'économie mondialisée, globalement, ils sont pris en étau avec la high-tech, les nouvelles technologies, l'armement, tout ce qui est armement, voilà. On vend de l'armement. Alors à partir du moment qu'on vend des armes, vous avez vu le chèque de 3 milliards qu'on a fait à Zelensky, celui-là il a été plus vite que le déblocage de nos primes PAC. Là-dessus je voudrais ajouter quelque chose. Vous m'envoyez des mails, ne vous en prenez pas aux agents de la DDT, des DDT. Les agents des DDT, ce sont des fonctionnaires qui reçoivent des ordres. Les responsables, c'est les politiques qui ont mis en place ces politiques-là. C'est pas les fonctionnaires qui sont dans les DDT. Eux, ils font leur travail. Hein. On leur balance des choses au dernier moment. On leur demande de faire des choses en 15 jours ou faut 3 mois. Donc, c'est irresponsable. C'est les donneurs d'ordre à qui il faut demander des comptes. C'est pas aux gens qui sont dans l'administration. Eux, ils appliquent les ordres qu'ils leur ont donnés. Donc, bien sûr que c'est une catastrophe. On nous a menti sur toute la ligne, et là, je ne sais pas où on s'en va, avec le blé ukrainien, avec le tournesol, là, je ne sais pas où on s'en va. Là, on va au fond du trou. Au fond du trou. L'élevage est flingué depuis longtemps. Certaines parties des céréales tiraient encore son épingle du jeu à l'exportation, sachant qu'on n'était pas payé au coût de production, parce qu'on est très loin du coût de production en céréales, quand on voit aujourd'hui le prix des intrants, le prix des phytos qui a augmenté, qui n'est plus du tout le même qu'il y a 20 ou 30 ans, le prix de la mécanisation, hein, le prix de tous les systèmes informatiques qui sont dans les tracteurs, en adéquation avec le prix des céréales, on est complètement dans les choux. Alors là, nous ramener l'Ukraine par-dessus le marché, c'est un suicide français du monde agricole envers les céréales, l'orge et tout ce que je viens de vous citer là. Voilà, cette mise en compétition. Alors, au détriment, certes, d'une partie de l'industrie, l'armement, voilà, tout ça, hein, et on sacrifie l'agriculture. Et l'agriculture, ne l'oubliez jamais, c'est l'entretien des territoires,
c'est la santé, parce que ce que vous mangez, c'est la santé, c'est bien ce qui nous nourrit, qui nous permet d'être en bonne santé, hein. Et puis c'est l'équilibre sur les territoires. On va pas concentrer tout le monde dans les grandes villes, c'est l'équilibre sur les territoires avec l'emploi. Voilà. Et on est en train de détruire l'agriculture. Et je voudrais terminer là-dessus, puisque les céréaliers seront très touchés, catastrophiques. On va pas détruire que les céréaliers français ou européens. À travers les céréaliers, on détruit des familles, des hommes, mais on détruit un savoir-faire. Les céréaliers français ont progressé au fil du temps. Il y a un savoir-faire. Il y a un savoir-faire de la culture. Voilà. Et ce savoir-faire, on va le détruire pour aller au moins-disant social avec des blés ukrainiens qui vont nous mettre, mais alors plus bas que terre, parce que là, de toute façon, déjà que les céréaliers travaillaient en dessous leur coût de production depuis quelques années avec les hausses qu'il y a eu spectaculaires de tous les intrants et tout ce qui tourne autour de nous, tous les services qui tournent autour de nous, toute cette imbécilité administrative qui a été mise par l'Union européenne et aussi franco-française, à l'époque en France, mais c'est quand même une imbécilité, on est en train de détruire les agriculteurs et leur savoir-faire. Et ça, pour reprendre après le bon chemin, ramener des agriculteurs avec un savoir-faire, faut énormément de temps. Énormément de temps. Et en termes économiques, je ne suis pas sûr qu'il ait fait les bonnes analyses en allant acheter des blés ukrainiens au moins 10 ans. Dans un premier temps, ils pensent qu'ils vont faire des économies, mais ils ne feront pas d'économies. En ratio global, ramené sur les territoires, sur le produit intérieur brut du pays, pondéré avec les emplois qu'on va détruire, c'est faux. Même qu'on vend des armes et qu'on pense qu'on va faire du business et qu'on va faire un plus, si on le pondère sur le produit intérieur brut, c'est pas vrai. On va détruire des familles et on va détruire des emplois et on va détruire le savoir-faire des agriculteurs français, des céréaliers français. Je vous remercie de tous vos soutiens et je vous dis à bientôt. Gardez le moral parce que certes, il existe un autre modèle. Aujourd'hui, on n'est pas majoritaire pour l'imposer. Mais essayons de tenir. J'ai bien dit de tenir. Parce qu'en 2024, je ne pense pas qu'il va être question en céréales de gagner de l'argent. Il va être question de passer le cap. Et ce n'est pas avec les mesurettes qui sont mises pour essayer de combler ce commerce qui n'est pas un commerce équitable. Parce qu'il est fait sur la base du libre-échange. Et après, on nous a mis dans l'OMC, et pour compenser, on nous a mis la PAC, les aides compensatoires aux surfaces cultivées. Et sachez qu'à l'instant où je vous parle, chaque Français contribue, quand on parle du budget des ménages, qui était de 13% pour l'alimentation, qui est plutôt à 15-16, il n'est pas à 15-16. Parce qu'au-delà de ces 15-16%, il y a l'équivalent du salaire médian, qui était entre 1900 et 2000, mais maintenant il arrive à 2100 €. Il y a l'équivalent du salaire médian qui est payé par les contribuables. Voilà. À cause de ce prix mondialisé d'un prix du blé ukrainien. Alors c'est quoi ce salaire médian par 53 millions d'adultes? C'est pas une petite somme. C'est quoi? Au lieu de venir sur un modèle vertueux et de nous rémunérer comme nous devrions être rémunérés, comme certains l'ont dit en 92 lorsqu'ils se sont opposés à la PAC et ils avaient raison, eh bien c'est la PAC, c'est les subventions aux coopératives, c'est notre retraite qui est subventionnée, c'est tout ce qui tourne autour de l'agriculture, qui est souvent subventionné sous d'autres formes, par l'État français, alors qu'on est sur une base d'un commerce qui est complètement inéquitable. Donc on marche sur la tête, on fausse les données, on met des faux prix, on met un prix mondialisé pour nous ruiner, et après on demande aux Français de payer des impôts pour venir, pas compenser, pour venir nous donner comme des mendiants un petit bout de pain, pour pas descendre tous dans la misère. Je vous remercie et à bientôt.